Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on répond à une question de Jonathan qui m'a posé ça hier sur YouTube. Donc on est parti. Bonjour Victor, une question pour toi. J'ai un bien locatif dans le 94, maison divisée en silos. Et j'ai l'opportunité bientôt d'acheter le lot de la voisine. Même résidence se divise facilement. Des synergies communes de gestion. Cependant, je n'aurai pas l'occasion d'acheter en dessous du marché. Est-ce que cela vaut quand même le coup ? Alors, teasing, je vous ai fait tout un détail de calcul, mais sinon, on va réfléchir en amont avant de faire des calculs. Alors, à chaque fois qu'on se pose la question de si on peut faire un projet ou pas, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. La première chose, à mon avis, qui rentre en compte, c'est est-ce que le projet, d'un point de vue financier, il atteint ce qu'on a comme objectif et est-ce que ça nous rapporte réellement de l'argent ? Il y a plein de trucs qu'on peut faire, que ce soit quand on lance des boîtes, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les investissements, mais des choses qui ne rapportent pas réellement d'argent. Donc après, il faut qu'on ait un objectif, finalement, sur le cash qu'on va mettre dans cet investissement et sur combien ça va nous rapporter derrière. Donc il y a deux choses différentes. Il y a regarder l'investissement tout court de départ. Donc si par exemple je mets 100 000 euros, combien je gagne par an, par mois, par an avec ces 100 000 euros. Et je vais le comparer à d'autres investissements que je peux réaliser. Donc en tout cas, moi je regarde simplement, ok, j'ai un investissement que je peux faire en immobilier. Ça peut me rapporter tant, ça me fait tant de pourcents par an. Par exemple, ça me fait 10% par an. Donc je mets 100 000 euros. Et je gagne concrètement 10 000 euros par an grâce à ces 100 000 euros dans l'immobilier. Ça fait du 10%. Je sais que si je mets la même somme en bourse, je peux frôler ces 10% aussi. Donc là, ma problématique, c'est OK, une fois que je sais combien je gagne, je regarde quel est le coût que j'ai de faire cette opération. Donc 100 000 euros en bourse, j'ai strictement rien à faire. D'ailleurs, je vous referai un épisode dessus où on investira en live. Pourquoi pas aujourd'hui, je vous montrerai comment créer votre compte et comment investir avec un des courtiers ou des brokers qui est le mieux, ou une banque qui est le mieux. En l'occurrence, là, je vais sûrement faire ça avec Fortuneo qui est vraiment pas mal. Et de l'autre côté, je fais une opération immobilière. Donc là, non seulement il y a le poids de faire l'opération, donc il faut trouver le bien, il faut là, en l'occurrence, dans cette maison-là, il faut la diviser, et après, il faut la gérer. Donc j'ai non seulement un poids d'opération pour faire l'élément, et après, en plus de ça, j'ai un poids concret de gestion qui est présent avec des problématiques possibles. Donc dans la bourse, les problématiques vont se traduire par des variations de prix. En immobilier, les problématiques vont se traduire par de l'opérationnel que vous allez devoir faire ou que l'entreprise en gestion va devoir faire. Et du coup, vous allez forcément devoir intervenir et généralement, ça va vous demander de l'argent supplémentaire. Donc des changements de normes comme ce qu'on a pu avoir sur les normes énergétiques, des problématiques avec des locataires où vous avez des locataires, ça fonctionne très bien, puis de temps en temps, vous avez un locataire qui dégrade un peu le logement, un locataire qui ne paye pas pendant 2-3 mois, etc., etc. Donc vous avez ces enjeux-là. Donc à quel moment ça vaut le coup de se lancer dans son opération immobilière ? Vous avez aussi un autre élément qui est de vous dire, ok, mon projet à long terme, c'est de devenir vraiment bon dans l'immobilier parce que j'aime ça, c'est de détenir un certain nombre de biens immobiliers qui avancent. Ben là, indirectement, vous n'avez pas le choix que de passer à l'action. C'est-à-dire qu'à un moment, tous vos deals ne seront pas fantastiques. Mais il y a un moment, il faut y aller, il faut devenir meilleur, donc il faut faire de plus en plus de travaux, il faut acheter de plus en plus de biens pour progresser au fur et à mesure. Vous pouvez aussi, et moi je vous l'encourage, vous faire mentorer avec des gens qui font déjà ça. Ne vous faites pas mentorer et ne demandez pas l'avis à des personnes qui ne font jamais d'immobilier, qui ne font jamais d'investissement. Leur avis n'aura pas d'importance parce qu'en fait, ils n'ont pas le savoir pour vous répondre. Donc trouvez des personnes qui font déjà des investissements, des personnes qui font déjà de la bourse et avancez avec ces personnes-là et regardez si le projet est vraiment viable pour eux. Donc indirectement, comme ce que fait aujourd'hui Jonathan pour me poser la question. Donc là, j'ai fait des petites simulations pour qu'on puisse regarder ça, pour vous donner un petit peu comment je regarde l'investissement. Alors, je ne suis pas sûr que sur les chiffres, ça corresponde à ton deal, mais en tout cas, ça te donnera une idée de comment je le ferai.
Alors je pars dessus et à mon avis ce qui serait pas mal c'est que tu regardes concrètement vu que tu as une maison qui est similaire à ce que tu as déjà fait. Alors déjà moi je trouve ça fantastique parce que tu répètes un projet que tu as déjà aujourd'hui. Donc répéter les projets que vous avez déjà, en fait je vous rappelle c'est quelque chose que moi je ferai énormément. Donc si vous êtes bon dans des maisons divisées dans une zone géographique, indirectement c'est vachement bien de le faire parce que vous maîtrisez tout. Vous maîtrisez la tension locative, vous maîtrisez l'environnement, vous avez sûrement vos artisans, vous avez vos équipes de gestion, donc ça c'est super. En tout cas ça vous permet de réduire énormément la partie incertitude sur le projet. Donc par exemple, moi j'arrive, Jonathan, et je viens dans ta zone, je la connais pas. Et vu que je la connais pas, je vais devoir me dire, zut, je vais devoir retester tous les éléments et je vais avoir de la crainte. Et la crainte, ça a un coût. Ça a un coût tous les jours parce que je vais dire merde, est-ce que ça marche ou pas. Je vais revenir sur mon process comme d'habitude, je vais revenir, mais en tout cas, t'as de l'avance pour moi et peut-être que toi, de faire le projet indirectement en charge mentale et en questionnement à se poser, tu vas réduire le projet de 50%, tu vois, de 50% en termes de charge. Alors, je reviens dessus. Donc, on va essayer de chiffrer un petit peu tout ça. Donc, moi, ce que j'ai besoin, Jonathan, et j'espère que tu écouteras ce podcast, c'est j'ai besoin de chiffres. Premier élément, c'est de se dire est-ce que le projet finalement rapporte réellement de l'argent. C'est exactement la même chose lorsque vous investissez dans une boîte, lorsque vous reprenez une boîte. C'est vous dire à un moment, mais concrètement, ok, c'est super, je peux réussir à vendre, je peux réussir à faire 500 000, 1 million de chiffre d'affaires, ok, mais je gagne combien réellement ? Et c'est la même chose à regarder avec votre taf, c'est la même chose quand vous êtes freelance, c'est de vous dire est-ce que je gagne réellement de l'argent par rapport au temps que j'y passe ? Et alors c'est un truc qui est très bizarre, parce qu'il faut allouer deux choses en même temps. C'est-à-dire que quand vous faites un projet, à un moment, et surtout quand vous vous lancez malheureusement dans l'entrepreneuriat et même dans l'immobilier, au début, il ne faut pas compter ses heures. Donc au début, il ne faut pas compter ses heures, il ne faut pas calculer son taux horaire. Pourquoi ? Parce que quand vous commencez à faire de l'immobilier, vous êtes un stagiaire. C'est-à-dire que c'est la première fois que vous faites quelque chose, du coup vous avez besoin de beaucoup d'heures pour faire des projets, que ce soit l'entrepreneuriat, le business, tout ça. Au début on n'est pas très bon, donc on ne doit pas mettre son taux horaire. Mais l'objectif à un moment c'est de se dire, ok, si le truc marche bien, voilà le taux horaire ou ce que je vais en gagner, et vu que là nous on est sur des revenus passifs ou semi-passifs, normalement son taux horaire explose à un moment. C'est-à-dire qu'au début, quand vous allez commencer à faire vos recherches et à faire votre premier deal, le premier mois, quand le deal sort, en fait, votre taux horaire, il est nul. Il est vraiment nul par rapport aux heures que vous avez passées. Mais au bout d'1 an, 2 ans, en fait, vous allez, au fur et à mesure, avoir un taux horaire qui explose. Donc là, si vous calculez, par exemple, votre taux horaire dans votre travail et que vous êtes à du, 20, 100, 1000 euros l'heure, après, vous allez pouvoir comparer ça avec lorsque vous faites des investissements immobiliers. Donc on commence, moi mon premier élément c'est de me dire ok, est-ce que je gagne de l'argent avec cet investissement ou pas et est-ce que c'est un bon usage de mon argent ? Alors là moi je me suis dit j'ai pas de chiffres, donc j'ai regardé où c'était. Donc je suis allé prix immobilier Val-de-Marne, donc moi je vais souvent sur un site qui s'appelle meilleursagents.com. Alors ça c'est pour avoir une estimation large en fait des prix immobiliers. Après, quand j'ai besoin des prix immobiliers plus précis, je vais sur DVF pour comparer à la rue, par exemple. Mais en tout cas, pour une vision extérieure, surtout il y a une carte, je vais sur Meilleurs Agents. En plus, les gars qui ont créé à l'origine Meilleurs Agents, ils l'ont vendu. Ils sont très sympas. Je les ai rencontrés chez AXA Venture, d'ailleurs. Très, très cool. Alors, je regarde ça. Donc, le prix immobilier, donc l'appartement, les appartements, ça va être 2400 à 10 000 euros et les maisons, ça va de 2400 à 9198 euros. Bon, là, l'enjeu, c'est que le Val-de-Marne, c'est donc au sud, au sud-est de Paris, ça va de Montrouge, Fontenay-sous-Bois, donc collé avec Vincennes au milieu. Il y a Ivry-sur-Seine, il y a Saint-Maurice, Vitry-sur-Seine, et ça descend. Et on va arriver vers du Villeneuve-le-Roi, pas très loin au-dessus d'Athis-Mons, pour ceux qui connaissent un peu. Et au-dessus de Épinay sous Sénart. Bon, et la queue en bride. Donc là, indirectement, les prix, ils vont un petit peu dans tous les sens. Alors moi, ce que j'ai fait, mais c'est pas forcément, mais c'est pour vous montrer l'exercice, j'ai pris un prix moyen. Donc je me dis que la maison, le prix moyen, c'est 4 491 euros au mètre carré. Donc c'est un prix moyen. Et c'est ce que j'ai pris pour faire la simulation. Déjà, ce qu'on peut remonter ici, c'est que si vous voulez faire, donc il y a un enjeu, quand vous faites de l'investissement locatif, il y a l'enjeu non seulement de combien, alors de votre TRI. Votre TRI, c'est votre taux de rendement interne, c'est combien vous gagnez réellement sur l'argent que vous avez injecté dedans. Et il y a un deuxième enjeu qui alors moi j'ai déjà des visions un petit peu extérieures. Alors je sais que quand je suis dans les 4500 euros, il y a très peu de chances que je sois en cash flow positif. Le cash flow, c'est quoi ? C'est votre loyer hors charge ou avec les charges. Vous pouvez prendre votre loyer, charges comprises aussi, moins toutes les charges dont le financement à la totalité du financement, donc à 110%. Et à la fin, ça vous fait votre cash flow. C'est un peu comme ça que je calcule un cash flow, moi, pour avoir une véritable vision dessus.
Donc là, déjà, quand je suis dans ces prix-là et quand je fais de la location meublée ou de la location classique, je sais déjà que je vais avoir un cash flow négatif. Ce qui n'est pas forcément... Alors, moi, je pense qu'en immobilier, ça dépend de ce que vous voulez faire et de votre stratégie. Vous pouvez très bien avoir un très bon TRI, c'est-à-dire faire sur l'argent que vous injectez dans un bien, faire du 8, du 20, même du 50% par an, sans avoir un cash flow positif, c'est possible. Par contre, là, je sais directement que j'aurai un cash flow négatif. Donc, non seulement je vais devoir mettre de l'argent au début, là, moi, dans mes simulations, je ne vais pas mettre d'argent au début, je vais emprunter la totalité. Mais par contre, je vais avoir tous les mois de l'argent à remettre. Je pourrais aussi être dans une situation avec ces prix-là à devoir mettre de l'argent au début, un petit peu en tant qu'apport, donc ça dépend de ce qu'on veut mettre, et quand même tous les mois de devoir remettre de l'argent jusqu'à un threshold où en fait le montant d'argent que je mets au début me permet d'avoir un recash flow calculé, mais neutre, voire positif. Moi, c'est le type d'investissement, déjà, j'ai un peu de mal parce que ça va créer en fait de la pression financière sur toi. Donc, la liberté, nous, ce qu'on cherche, c'est quand même de la liberté. Alors, c'est de gagner pas mal pour avoir de la liberté. Et il y a un enjeu, si on peut avoir une liberté aujourd'hui, c'est très bien. Surtout qu'on se le rappelle, l'immobilier permet d'avoir une liberté, mais c'est une autre liberté avec de la dépendance. C'est-à-dire que l'immobilier, vous allez quand même avoir des contraintes, ou vous allez avoir de la gestion, etc. à faire en plus. Mais ça vous permet quand même de dégager votre temps et potentiellement, et pour beaucoup d'entre vous, de finalement quitter votre activité principale pour avoir assez grâce à vos investissements immobiliers. Mais par contre, ça vous demandera du temps de gestion, du temps d'adaptation. Donc on revient dessus. J'ai fait des simulations, tu me diras, à mon avis ça fait un gros projet, c'est peut-être pas ça celui sur lequel t'es, mais en tout cas je suis parti. Donc je me suis dit ok, il y a 6 lots, alors je suis parti du principe que c'était divisé, je suis pas rentré dans les... je suis pas comme l'investissement que tu as aujourd'hui, en fait je t'encouragerais à faire en fait les calculs avec la maison que tu as aujourd'hui qui est visiblement similaire avec ce que tu veux racheter. Donc je me suis dit que c'est des 40 mètres carrés, donc 6 appartements, 240 mètres carrés. Ce que j'ai fait, 40 mètres carrés x 6, j'ai rajouté 30 mètres carrés de partie commune. Et du coup, j'ai une maison à 270 mètres carrés. Donc, on a bien cette installation avec tes 6 appartements, 6 de pièces de 40 mètres carrés. La maison 270, j'ai mis un prix au mètre carré moyen de 4 698 €. Et ça me fait quand même un projet à 1 268 460 €. J'ai regardé après combien ça se loue. Donc là, il y a deux techniques. Soit je vais directement, je reste sur Meilleurs Agents et je regarde combien ça se loue, loyer au mètre carré, je regarde ce qui est proposé. Donc là, les appartements, par exemple, ça va de 18 à 34 €. Et moi, je suis plutôt allé directement sur ce loger. J'ai regardé ce qui se faisait. Je me suis même arrêté pour tout le monde, pour que ce soit un peu plus simple. Je me suis arrêté... Ah oui, alors excusez-moi. Ouais, je me suis arrêté directement sur Créteil. Je me suis dit que tu faisais une opération à Créteil. Alors Créteil, ça peut être intéressant, mais c'est quand même relativement cher en fonction des opportunités que vous allez faire. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recalculer un cash flow. L'important, c'est qu'on voit que d'un point de vue financier, c'est ce fameux TRI, c'est combien je gagne par an avec cette opportunité et cette opération. Donc, je prends 1 000 € par appartement et je l'ai mis en hors charge. Du coup, ça me fait 6 000 € à l'année, 1 000 € x 6. J'ai dit qu'il n'y avait pas de travaux de rénovation, j'ai dit qu'il n'y avait pas de meublé à faire, que c'était déjà fait. Alors attention, là je suis plutôt positif. Alors je pense que je suis peut-être sûrement plutôt négatif sur ton prix de la maison. Là je suis plutôt positif parce que là il faudrait effectivement faire les divisions, etc. Donc là tu te lances dans un chantier assez conséquent. J'en ferai peut-être un épisode d'ailleurs sur les divisions de maison pour en faire des appartements. On arrive ensuite du coup au total du projet. Donc là tu as 1,2 million, 1,3 million de prix de vente, tu n'as pas de travaux, pas d'ameublement, tu as des frais de notaire à peu près de 8%, donc tu as 100 000 €. Et tu as des frais bancaires, j'ai mis 4 000 € de frais bancaires, donc qui pourront prendre en compte l'hypothèque et les frais de dossier. Donc en tout, le coût total de ton projet, c'est presque 1,4 million. C'est 1 373 000, presque 1,4 million. Ce projet-là, il faut l'emprunter, on va l'emprunter du coup sur 20 ans. Encore une fois, deux stratégies. Soit vous allez voir votre banque, vous êtes en capacité de pouvoir emprunter ça sur 25 ans en disant que c'est votre résidence principale. Donc encore une fois, pour pouvoir emprunter 1,3 million sur 25 ans, il faut quand même gagner pas mal. Donc on va regarder ça. Alors dans ces montants-là, généralement, si vous avez ça, vous pouvez généralement... Alors vous savez, en fonction de votre endettement, plus vous gagnez d'argent, plus vous pouvez avoir un taux d'endettement conséquent. Donc jusqu'à 5 000 €, on est jusqu'à 3 000, jusqu'à 4 000 et quelques, on est à 35% d'endettement. Après, on passe à 45%, on peut monter même à presque 50%. Là, il faudrait quand même gagner 17 000 € par mois pour pouvoir se payer cette maison-là. Alors là, je l'ai fait sur 25
sur 20 ans, mais sur 25, ouais, il faudrait gagner 15 000 euros par mois, quoi. Il faut gagner 15 000 euros par mois pour pouvoir emprunter cette maison-là. On descend. Donc, on a une mensualité de 7 800 sur 20 ans. Et là, maintenant, on va pouvoir, du coup, vu qu'on a cette mensualité, on va pouvoir calculer le cash flow. Donc, on a nos loyers encaissés de 72 000 euros. C'est des loyers encaissés. Alors là, en l'occurrence, j'ai mis charges comprises. Donc, il y a un petit peu de charges dans ces appartements. Dans les appartements, les charges, c'est simplement les charges d'entretien de la maison, donc de l'immeuble. J'ai mis que c'était 200 euros par mois. Là, ça peut être de vider, sortir les poubelles. Ça va principalement être ça. Donc 200 euros, ça peut être un petit peu plus, mais grosso modo, on peut peut-être s'en sortir pour 200 euros par mois, en fonction de ce que font les copropriétaires. Travaux d'entretien et rénovation, je mets 0. Taxe foncière, j'ai mis 4 000 euros. Donc, c'est généralement un mois de loyer par appartement. Donc, sur une maison comme ça, 4 000 euros, ça peut mettre entre 4 et 6 000 euros à voir. Assurance P&O, j'ai mis 10 euros par appartement. Donc, ça me fait 720 euros par an. Vacances locatives, j'ai mis 0. Gestion locative, j'ai mis 0 parce que tu t'en occupes. Et après, j'ai l'annuité de l'emprunt. J'ai quasiment 100 000 euros que j'embourse à l'année, 93 000 euros. Donc, j'ai des dépenses annuelles de 100 000 euros. Donc, on revient dessus. J'encaisse 72 000 euros de loyer, charges comprises. Je dépense 100 000 euros à l'année, ce qui me fait un cash flow mensuel avant impôt de 2 421 euros. On se rappelle en fonction de comment on l'achète. Potentiellement, on ne paye aucun impôt, surtout quand on a un décalage comme ça. On peut ne payer aucun impôt pendant 10 ans, pendant même 20 ans. Ça dépend de comment on est structuré. Alors attention sur les impôts, je ne suis pas allé jusqu'à simuler les impôts de la revente. Et d'ailleurs, ça, je devrais le faire avec vous. Et je vais sûrement le faire avec vous à un autre moment. Donc, on revient dessus. Là, aujourd'hui, on va calculer le TRI. Donc, disons que tu fais cette opération. Il y a une autre question qu'il faut te poser, c'est quand on fait de l'immobilier, c'est est-ce que je suis en faculté de financer ça avec de la dette et surtout comment je fais pour mettre le moins de cash possible. Là, par exemple, disons que tu fais cette opération, tu mets 0 de ta poche, tu arrives à trouver une banque qui est OK pour te suivre avec 0 de ta poche. Sinon, tu me contactes et on fait ça ensemble et je te permets de faire ces opérations-là. Tu mets 0 de ta poche et après chaque année, du coup, tu vas devoir remettre de ta poche 30 000 euros. Donc, tu vas avoir des dépenses de 30 000 euros par an, qui est ton cash flow négatif annuel, jusqu'à la 20e année où tu vas revendre ton bien. Et là, tu vas revendre ton bien à ton prix d'achat d'1 239 000 euros. Donc, vous avez vu, dans ces estimations-là, je suis conservateur. Donc, je n'ai pas pris la réévaluation des loyers qui, normalement, devrait impacter votre cash flow en positif. Et attention, ça dépend du cas. Généralement, votre évaluation des loyers, donc disons que vous réévaluez de 1% ou 2% par an, disons que vous avez ça, même plus. Votre problématique en face, c'est l'inflation. Parce que si vos coûts sont en train d'évoluer de cette façon-là, là, c'est un peu problématique. Alors, on reprend, et quand on regarde ça, et je pourrais refaire un épisode dessus, si vous regardez vos coûts, disons que vous avez une inflation de 1% par an, ou même de 2%. Disons que vous gagnez de 2% par an sur vos loyers encaissés. En fait, ce qui va se passer, vous allez gagner de 2% fois 1,02, hop. Vous allez gagner sur une année, je reviens dessus, vous allez gagner 1 440 euros à l'année sur vos loyers encaissés. Vous allez avoir une évolution de vos charges aussi de 2%. Généralement, si l'inflation, vous allez voir de l'inflation sur les charges. Donc sur potentiellement la taxe foncière, l'assurance P&O, les charges courantes. Mais vous n'allez pas avoir d'inflation sur votre emprunt. En fait, votre mensualité d'emprunt ne va pas augmenter au niveau de l'inflation. C'est pour ça qu'on dit que l'immobilier couvre de l'inflation. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous avez de l'inflation qui augmente, vous allez quand même même si vous avez vos coûts dont l'inflation augmente, vu que ce n'est pas présent sur votre emprunt, vous allez quand même gagner plus d'argent. Donc là, dans le modèle, j'aurais pu mettre que finalement les cash flows allaient augmenter chaque année ou le cash flow négatif, en l'occurrence, allait diminuer. Autre élément, normalement sur 20 ans, on peut tabler sur une valorisation du bien. Le bien, normalement, devrait suivre une valorisation de l'inflation sur une vingtaine d'années. Ce serait assez logique aussi. Là, aujourd'hui, moi, j'ai fait quelque chose de vraiment conservateur pour avoir une idée. Donc, normalement, ce sera mieux que ça. Quand c'est à ce moment-là que tu mets 0 apport, donc même si tu débourses 30 000 euros par an, tu te crées quand même du capital et c'est remboursé quand même à hauteur de quasiment 6 000 euros par tes locataires. Du coup, là, ton TRI, c'est quoi ? C'est 8%. Donc, sur cette opération, tu vas faire du 8% annuel si ça reste comme ça. Je pense que c'est conservateur. À mon avis, si on fait quelques réajustements, et je devrais les faire, on devrait tomber sur du 10%. La problématique que j'ai là-dessus, c'est... en fait, d'un côté, tu as de la bourse. La bourse, tu fais du 10% annuel et tu n'as strictement rien à faire. Et là, tu fais réellement
du 8 à 10%, mais tu as quand même un projet que tu dois sortir, des personnes à gérer, des problématiques, des toilettes qui sont bouchées, des impôts à formaliser, etc., etc. Du coup, là, en l'occurrence, si je regarde comme ça, même... Donc là, on est dans un cas en fait où on a fait un financement où tu mets 0 de ta poche. Alors je refais le cas, si on met de l'argent, c'est encore pire. Pourquoi ? Parce qu'on a moins de dettes. Donc disons que tu dois mettre ces fameux 10%. Là, tu devrais mettre 130 000 euros dans ton deal. Tu aurais des cash flows négatifs toujours chaque année, mais moins parce que tu as mis de l'apport. Donc tu aurais du moins 19 000 chaque année. Et à la fin, tu revendrais le projet au même prix, disons, auquel tu l'as acheté. Donc là, tu ferais du 7% à l'année. Donc en fait, plus tu vas mettre d'apport dans ton projet immobilier, moins tu vas gagner. Ça, c'est logique parce que plus en fait tu vas consommer de ton argent à toi, du coup, plus tu dois gagner d'argent. Moins tu mets d'argent, moins tu as besoin d'avoir de la performance sur l'argent que tu mets. Et là, en l'occurrence, d'un côté, tu as du 8%, tu as du 7%. Moi, quand je regarde un deal comme ça m'intéresse pas trop. Alors, qu'est-ce que je regarderais comme TRI minimum ? Alors, ça dépend où vous en êtes. En tout cas, dans l'investissement locatif, en TRI minimum, j'aimerais bien être du 20 à du 50% par an. Donc là, ça veut dire trouver des investissements qui font beaucoup de cash flow et beaucoup de rentabilité, qui ont potentiellement d'autres problèmes. Mais en l'occurrence, moi, je pense que faire un investissement immobilier, vous avez deux choses. Soit vous voulez faire un investissement immobilier qui soit viable d'un point de vue financier. Pour moi, viable d'un point de vue financier, c'est pas d'avoir un TRI positif. Viable d'un point de vue financier, c'est de dépasser la bourse. Vous allez faire quelque chose qui est plus pénible, donc il faut dépasser les 10%, voire les 15%, 20% c'est pas mal. Essayez de viser un TRI de 20%. Franchement, visez un TRI de 20% en n'ayant pas des estimations lunaires. Donc ne me mettez pas que le prix de l'immobilier va augmenter de 2 à 5% par an. Moi, je ne mettrais pas ça. Je mettrais mettrais pas des valorisations à 5, 1%, 2%, pourquoi pas, ça dépend où c'est. Mais attention, mettez pas des valorisations délirantes. Pareil sur l'évolution de vos loyers, mettez pas des évolutions de loyers délirantes. Deuxièmement, donc vraiment TRI de 20% minimum. Après, si tu es dans une optique de continuer tes investissements immobiliers, ça peut être intéressant de faire des projets, même si ce n'est pas les plus rentables. Par contre, attention, quand tu fais ça, ton endettement n'est pas illimité. Ton endettement repose dans un premier temps sur ta capacité à faire des bons investissements en direct, en propre, et dans un deuxième temps, d'avoir assez de cash pour enclencher la machine. Et en plus de ça, dans un troisième temps, attention, si tu veux les faire seul ces investissements, tu auras toujours une notion d'encours. Donc il y a un moment, quand tu vas arriver, ça dépend de combien tu gagnes, mais au bout d'un moment, au bout des 3 millions, 5 millions d'euros, tu risques de trouver un point bloquant, même si tu as du cash. Là, on va te demander de mettre beaucoup trop de cash dans tes opérations immobilières, donc ça n'a plus fonctionné. Donc en fait, il y a plusieurs limites qui t'empêchent d'avancer dans ces deals. Donc en tout cas, Jonathan, moi je t'encourage. Pour répondre à ta question, si tu as déjà un projet que tu as réalisé et que tu peux faire le même, moi c'est un point vert et c'est un point super. Par contre, recalculer ton TRI, vérifie que ton TRI il est bien au-dessus, sans être lunaire, de 20%. Moi je vous dirais un objectif minimum de TRI de 20%, c'est-à-dire que vous faites du 20% annuel en immobilier avec de la dette. Vérifie que tu peux bien faire l'opération et tu peux venir me voir, on peut structurer ton deal avec le minimum de cash possible. On se rappelle, ton cash, tu le gardes. Ton cash, tu le places en bourse et tu l'utilises pour faire des opérations qui sont vraiment rentables ou qui te font vraiment du passif. Autre opportunité, dans l'ensemble, je pense qu'on a bien couvert en fait l'analyse de ton projet. En tout cas, moi, je ferai ça. Et aussi, regarde dans quelle optique tu te lances et jusqu'où tu veux aller. On a tous besoin de se perfectionner dans un sujet. Attention, on ne peut pas être bon partout. Vous ne pouvez pas, à part être dans les 0,1%, sinon réussir à jouer du violon, être champion d'Île-de-France amateur de foot et en même temps faire des opérations de marchand de biens à 1 million de marge, ça c'est un peu compliqué. Donc choisis ton cheval de bataille. Là j'ai l'impression que l'immobilier c'est ton truc. Donc pourquoi pas, et si c'est ton truc l'immobilier, d'aller chercher du rendement et d'aller chercher quelque chose qui fait du cash. Et bien voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me poser vos questions. Du coup, j'ai vu que ça marchait plus pour vous de me poser des questions sur YouTube. Vous êtes peut-être plus habitués sur YouTube. Donc en tout cas, n'hésitez pas. Et sinon, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles, m'envoyer un petit message aussi sur Insta. Je remercie ceux qui m'ont envoyé ça. Je ne sais pas si j'ai le pseudo là directement en face des yeux. Il y en a qui m'ont envoyé des messages de remerciements. Sur Insta et j'ai trouvé ça super. Donc en tout cas, à très vite et on se retrouve pour un nouvel épisode.
Vous venez d'écouter un épisode de la retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.